Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, de retour de vacances. Donc on va enfin pouvoir se pencher sur ce qui s'est passé pendant que j'étais en vacances et pendant que les Bulls débutaient leurs propres vacances, puisque notre saison est terminée, heureusement ou malheureusement suivant à qui vous demandez. Mais après deux matchs de play-in, comme l'an dernier, sur le parquet de Miami, comme l'an dernier, euh, voilà, après le deuxième match, c'est terminé. Merci, au revoir. On se retrouve au mois de septembre. Donc, hashtag continuité dans tous les sens. C'est la régalade. Évidemment, on va revenir sur ces deux matchs et aussi toutes les infos qu'on a eues depuis. On va parler d'Arturas Karnišovas, on va parler de Billy Donovan, etc. Mais bon, il faut évidemment revenir sur ces deux matchs parce qu'on a quand même vu de très très bonnes choses et d'autres beaucoup moins bien. Et il faut évidemment doser tout ça. Mais c'est vrai que dans la dernière vidéo, quand je parlais du match du play-in face à Atlanta, je disais que j'avais aucune peur des Hawks, que je savais qu'on était parfaitement capable de les battre, euh, qu'on avait les match-ups qu'il fallait, qu'on était... perso, j'étais serein, quoi. Et on a vu ça dans un United Center chaud comme la braise pour l'occasion, match à élimination, ça arrive pas souvent. D'ailleurs, c'était le tout premier match de play-in de l'histoire au United Center, puisque l'an dernier on était à Toronto et à Miami. Donc première fois que ça arrivait au United Center, grosse ambiance, une équipe des Hawks qui était diminuée, on l'avait dit, il leur manquait Okongwu, il leur manquait Jalen Johnson, notamment, Sadiq Bey aussi. Nous, on a récupéré Ayo et Drummond juste avant le coup d'envoi, même s'ils n'étaient pas à 100%, au moins ils étaient capables de tenir leur rang. Et puis voilà, on savait qu'on avait l'avantage sur plusieurs match-ups et c'est ce qu'on a démontré. Et d'entrée de jeu, on les a étouffés. D'entrée de jeu, grosse défense, maîtrise des rebonds, beaucoup de rythme, beaucoup d'impact défensif. Caruso d'entrée qui provoque un passage en force de triangle, qui va faire un gros contest sur Capella sous le cercle. Derrière, il va mettre son 3 points. Voilà, ça a mis les Bulls dans les bons rails d'entrée. Et d'ailleurs, dans cette entame de match, l'adresse à 3 points a fait la différence, mais pour une fois du bon côté, parce que d'habitude, c'est pas vraiment notre force. Mais sur ce premier quart-temps, avec Kobe, avec DeRozan, etc., on a mis plusieurs 3 points qui nous ont permis de prendre une belle avance, pendant que Atlanta, eux, à 3 points, ils loupaient quasiment tout. D'ailleurs, je crois qu'ils mettent leurs premiers 3 points dans le deuxième quart-temps, parce qu'on fait des bons contests, et puis ils en loupent aussi quelques-uns qu'on laisse un petit peu ouverts. Mais du coup, on mène 40-22 dès la fin du premier quart-temps. Et honnêtement, à part le début du deuxième quart qui est quand même assez pourri parce qu'on les laisse réussir un 14-0 un peu à la con, où on s'endort, le reste du match est quand même bien maîtrisé. Parce que voilà, on est en confiance et on sait exploiter les mismatchs. Même quand Caruso, au début du troisième quart-temps, sort sur blessure, personne panique, personne se dit qu'est-ce qu'on fait, etc. L'intensité défensive est restée élevée. Et dans ce troisième quart-temps, justement, c'est là qu'on a pris un écart qui nous a ensuite permis de gérer parce on a continué de faire des bons contests, on a été solide sur les rebonds, euh, on a vraiment été capable de perturber tous les plans d'attaque de cette équipe d'Atlanta. À part 2-3 alley-oops de Trae Young pour Capella, on n'a quand même pas vu grand-chose de la part de Trae Young. Dejounte Murray, lui, a quand même mis pas mal de points, et notamment un gros dunk dans le troisième quart-temps. Mais à part ça, bon voilà, ça n'a pas suffi. Et derrière, il n'y a pas vraiment eu de joueur qui est sorti du banc côté Atlanta pour les sortir de la merde. Alors que nous, au contraire, on a eu un bon impact de la part du banc. Et offensivement, on a aussi été capable à ce moment-là, dans le troisième quart-temps, de faire la diff, déjà par les contre-attaques qu'on arrivait à se créer avec notre défense, et puis aussi parce que DeRozan, et grâce au mouvement qu'il y avait autour de lui, était capable de déjouer toutes les prises à deux qu'Atlanta faisait sur lui. Donc ça a libéré du Kobe White qui a été intenable, mais intenable. Kobe White, oh mon Dieu, quel match de Kobe, sans déconner. En même temps, on sait qu'Atlanta défensivement c'est pas ouf, euh, surtout chez les postes arrière, ça laisse énormément de boulevard. Et Kobe White il s'est régalé. Il a vu Murray ou Triangle face à lui, boum, pénétration, finition au cercle, main droite, main gauche avec le contact, en déséquilibre, avec la planche, il leur a fait une misère pas possible. Et voilà, ça a permis de reprendre 18 points d'avance, et d'ensuite, voilà, comme je disais, gérer le match
jusqu'à la fin de manière assez tranquille pour finalement s'imposer 131-116. Et donc Kobe White termine ce match avec quand même son record en carrière, 42 points, 15 sur 21 au shoot, 3 sur 7 à 3 points, 9 sur 10 au lancer, 9 rebonds. Quand ton arrière va te chercher 9 rebonds, ça fait plaisir. 6 passes décisives et peut-être 2 interceptions et peut-être la stat qui me fait le plus plaisir dans cette ligne de stats de Kobe White ce soir-là, 0 ballon perdu. Parfait sur toute la ligne. Parfait sur toute la ligne. Kobe White, au top. Extraordinaire sur ce match-là. Il n'a pas été le seul. On a eu pas mal de bonnes perfs de la part d'un petit peu tout le monde. Ayo revenait de blessure. Il n'avait pas joué depuis une semaine. Et il a mis 19 points à 8 sur 12, 3 sur 4 à 3 points. Il a mis triangle dans sa poche comme il fait à chaque fois. Javonte Green en sortie de banc a été très très bon. Dalen Terry aussi a fait des bonnes choses en sortie de banc, avec un temps de jeu assez limité mais du bon impact, avec comme d'habitude des points, des rebonds, des contres. Il a fait un peu de tout. Tout le monde s'est fait plaisir. Et d'ailleurs, une stat qui est intéressante, je trouve, c'est qu'il y a 5 joueurs des Bulls qui ont pris au moins 5 rebonds. Donc Vucevic a fini avec 12, Kobe avec 9. Et tu as d'autres joueurs avec 6 ou 5 rebonds, dont 2 en sortie de banc. Et voilà, ça montre que tout le monde a participé, tout le monde a eu un impact intéressant dans ce match-là. C'est fait plaisir aussi. Drummond a été très très bon aussi. Lui aussi revenait de blessure. Donc voilà, tout le monde s'est fait plaisir et ça a permis de poursuivre l'aventure pour 2 jours de plus. Mais uniquement pour 2 jours de plus. Parce que le vendredi à Miami, c'était pas le même délire du tout. Mais alors pas du tout. Déjà parce que Miami, c'est pas du tout la même organisation défensive qu'Atlanta. Parce que si Atlanta c'est une équipe qui défend que dalle, Miami c'est tout l'inverse. Même sans Jimmy Butler, ils ont été capables de nous asphyxier, de pas nous laisser le moindre espace. Ils nous ont bousculé physiquement, ils nous ont défoncé au rebond. Avec Bam Adebayo qui est le point central de cette défense, mais pas forcément avec des super défenseurs autour de lui. Mais collectivement, ils savent où être, à quel moment, quoi faire, quand le faire, etc. Et c'est vachement bien huilé. Et, enfin, on le sait, hein, depuis le temps avec Miami, on a l'habitude de ça, la culture instaurée dans cette franchise. On sait qu'ils sont capables de faire ça et on a morflé face à ça. Parce que voilà, honnêtement, voilà, les joueurs, tu les prends un par un, à part Bam Adebayo, dans le starting five, les Caleb Martins, etc., les Tyler Hero, c'est pas des mecs réputés pour être des super défenseurs, mais ils savent être là où il faut être au bon moment, etc. Ils sont parfaitement bien organisés. Et du coup, après 3 quarts temps, on avait inscrit 60 points. Ouais, 60 points en 3 quarts temps, c'est quand même extrêmement, extrêmement violent. 2 jours avant, face à Atlanta, à la pause, on avait 73 points. On en avait 110 après 3 quarts temps. Et là, on a fini ce match-là à Miami avec 91 points inscrits. À 38% au shoot, 30% à 3 points. Et voilà, le Heat a parfaitement su nous faire déjouer. Contrairement au match contre Atlanta où on a attaqué le cercle, attaqué le cercle, attaqué le cercle, attaqué le cercle, mis des points dans la peinture. Là, Miami, ils ont fait, tu veux nous battre? Mettez 3 points. Et comme on n'est pas capable de le faire, on a fait un vilain 13 sur 43 à 3 points, ce qui est voilà, 30% à peine. Et en plus, on n'est pas allé chercher de lancer franc. Hein. On a shooté 10 lancers francs dans ce match-là, donc c'est très 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 peu. Bah, ça donne ce genre de résultat et cette élimination totalement logique, quoi. Avec en plus un Kevin Love en mode Karim Abdul-Jabbar, parce que voilà, il nous a défoncé dans la raquette, dans le plus grand des calmes. Hein. Il va chercher des lancers, il va prendre des rebonds, il fait des passes de 12 mètres de long, enfin bref. Il était grand temps qu'on est en vacances, parce que finir la saison sur ces 2 matchs-là, 2 prestations, mais totalement opposées, où tu te régales face à Atlanta, et tu passes le match contre Miami à te dire, putain, vivement la fin, j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, c'est les Bulls. Voilà, cette dernière semaine, le play-in des Bulls, ça résume toute la saison. Un match, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Voilà. Comme on l'a dit, les schizophrènes, tu sais jamais qui arrive avant. Mais là, pour le coup, c'est vrai que les match-up ont bien aidé, parce que Atlanta, voilà, on savait comment les exploiter. Et Miami, eux, ont su parfaitement comment nous défoncer. Donc saison terminée, et le lendemain, on a eu droit à une conférence de presse de la part d'Arturas Karnišovas qui a fait le point. Alors je vais vous lire maintenant le monologue qu'il a donné au début de la conférence de presse avant de prendre les questions des journalistes. Ok, donc maintenant, je vous retranscris ce qu'il a dit.
Il ne va pas sans dire que notre fin de saison n'a pas été à la hauteur de nos espérances, sans même parler des blessures qu'on a connues tout au long de la saison. Chaque saison où on ne fait pas un long run en playoff doit faire l'objet d'une profonde analyse, qui a déjà commencé. Je peux parler de chacun de nos joueurs de manière positive, mais collectivement, nous n'avons pas atteint nos objectifs. Nous ne sommes pas là pour le play-in, c'est un jeu d'équipe et on doit faire des changements pour améliorer les choses, et je prends l'entière responsabilité de notre situation actuelle. Je sais que nos fans ne sont pas satisfaits et je ne le suis pas non plus. Je veux remercier les fans pour leur soutien et leur énergie tout au long de la saison. Donc là, ils nous jouent un peu de la flûte. On a les meilleurs fans de la NBA et on est reconnaissant. Dans ce business, tu perds ou tu apprends. Je pourrais être satisfait de certaines progressions qu'on a pu voir cette saison, mais je ne serai pas satisfait tant qu'on n'aura pas ramené un titre à Chicago. C'est pourquoi j'ai été engagé, c'est pourquoi je suis là, et ma mission n'a pas changé. J'aime ce que Billy a fait ces 4 dernières années. C'est quelqu'un avec qui tu construis un projet. C'est un très bon coach et un meilleur être humain. On a développé une certaine exigence, mis en place un profil de jeu et mis l'accent sur le développement de nos joueurs. C'est à moi de fournir à Billy les ressources nécessaires pour qu'il ait une équipe capable d'avoir du succès de manière continue. Aujourd'hui, je ne pourrai pas répondre à des questions sur le futur, uniquement sur la saison qu'on vient de finir. Je vais discuter avec notre staff pour les entretiens de fin de saison, puis je vais discuter avec Billy, Marc et nos proprios pour décider de la suite à donner à cet effectif. Nous allons chercher les moyens de nous améliorer et nous allons combler nos manques via la draft, les trades et la free agency. Je prends l'entière responsabilité. Il y a un moment où les choses doivent changer et ce moment est maintenant. Donc voilà, terminé par un petit le changement c'est maintenant, ça fait toujours son petit effet. Maintenant, place aux actes. C'est bien beau, Billy, Eke, de nous dire tout ça, très bien. C'est bien de nous tirer un peu les pompes en nous disant qu'on est les meilleurs fans, qu'on mérite mieux, blablabla. Ok, c'est bien de dire j'assume les responsabilités, très bien. C'est bien de dire qu'il va y avoir du changement, ok. Maintenant, montre-le. Parce qu'on parle du même Arturas Karnisovas qui, l'an dernier, exactement à la même époque, nous a dit regardez les moves qu'on va faire cet été avant de parler, pour ensuite signer Torrey Craig et Jaren Carter. On parle du même Eke qui, il y a 2 mois de ça, nous disait que tout allait bien, qu'on était compétitif, qu'on visait les playoffs, qu'on était trop fort, il n'y avait pas besoin de changer, nanana, etc. Là, ok, il te dit c'est ma faute, il y a des erreurs qui ont été faites, ça ne fonctionne pas, ça fait des années qu'on est avec cette équipe, ça ne marche pas. On va faire du changement. Donc, est-ce que. Il a pris le temps pour reconnaître que ça n'allait pas, mais ça a l'air d'être enfin le cas. Donc maintenant, on va voir comment ça va se gérer. Parce que première question qu'on lui pose juste après ce monologue d'intro, il dit qu'ils ont parfaitement conscience, en tant que front office, qu'ils ne peuvent pas faire revenir la même équipe et espérer les mêmes résultats, espérer d'autres résultats sur les saisons qui arrivent. Donc voilà, maintenant, il va falloir joindre les gestes à la parole. C'est très bien de dire tout ça, d'en être conscient, parce que pendant 2 ans, on s'est quand même dit, mais il se rend compte de ce qui se passe là. Là, ça a l'air d'être le cas, mais il ne faut pas que ce soit des paroles en l'air. Donc maintenant, prouve-nous que tu vas faire ce qu'il faut pour qu'on soit une meilleure équipe. Parce que le chantier, il est quand même assez énorme. Qu'est-ce qu'on fait de DeRozan? Bon, il a déjà dit qu'il voulait discuter et le faire revenir. Qu'est-ce qu'on fait avec Zach LaVine? Qu'est-ce qu'on fait avec Lonzo Ball? Qu'est-ce qu'on fait avec Patrick Williams? Qu'est-ce qu'on fait avec André Drummond? Qu'est-ce qu'on fait avec Vooch? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le garder? Donc voilà, comment on va libérer du cap? Comment on va attirer un gars dans ce projet en lui vendant, on a Billy Donovan, on va faire revenir DeRozan qui a 35 ans à je ne sais combien de millions la saison. Viens avec nous, ça va être top. Et ben voilà, bon courage, bon courage. Ceci étant, donc on a déjà eu, mine de rien, des petits changements, puisque c'était quand lundi soir peut-être ou mardi, lundi soir je crois, qu'il y a eu un tweet de Shams Charania qui annonçait que les 2 principaux assistants de Billy Donovan allaient partir. On parle de Chris Fleming et on parle de Maurice Cheeks, légende d'NBA, né à Chicago, etc. Même s'il devrait conserver un rôle dans le staff, mais pas vraiment à temps plein en gros. Et que c'est sa décision, que c'est quelque chose que déjà il pensait l'an dernier, mais il est resté une saison de plus à temps complet. Et maintenant, il va prendre un petit peu de recul. Mais bon, voilà, on va voir. Pour ce qui est de Chris Fleming, déjà c'était l'assistant coach le plus ancien des Bulls, parce qu'il était déjà là quand il y avait Jim Boylan.
Et c'était aussi l'assistant coach désigné pour faire bosser Kobe White. Parce qu'en fait, il y a 5 ou 6 assistants coach et ils ont tous deux trois joueurs avec qui ils bossent toute l'année pour bosser sur certains points. Donc, tu as un assistant coach qui va bosser avec, je sais pas, Javon Carter, Vucevic et Dalen Terry, par exemple, et les faire bosser sur certains trucs. Un autre assistant coach, il a d'autres joueurs, etc. Fleming était le chargé de la progression de Kobe White et on peut dire que ça a été une belle réussite et les deux sont extrêmement proches. Et il faut aussi se souvenir que Chris Fleming avait été head coach pendant quelques matchs. Quand Billy Donovan avait été testé positif à la Covid, il avait dû louper quelques matchs et c'était la période où DeMar DeRozan avait inscrit 2 buzzer beaters en 2 soirs sur 2 ans différents, le 31 décembre et le 1er janvier. Et c'était Chris Fleming qui avait coaché ces 2 matchs et qui avait dû en coacher un autre derrière, il me semble, pour 3 victoires d'ailleurs en 3 matchs. Donc, 2 membres du coaching staff qui s'en vont. John Longstaff, qui fait déjà partie du staff, pourrait prendre un peu plus d'importance et être celui qui va remplacer Chris Fleming en tant que principal assistant coach, genre le bras droit, vraiment le numéro 2 derrière Billy Donovan. C'est pas encore une garantie, il se peut que les Bulls fassent des recherches pour peut-être faire venir quelqu'un de l'extérieur, mais il se pourrait que John Longstaff et John Bryant soient 2 assistants coach qui prennent plus de valeur à partir de la saison prochaine, sachant que John Bryant était le coach des 2 dernières saisons pour la Summer League. Donc voilà, ça lui a permis d'avoir un petit peu plus d'expérience en tant que l'idée mener une équipe dans une compétition et la gérer sur plusieurs semaines. Donc on va voir quels vont être les autres changements. Ce qui est sûr, c'est que Billy va rester. Parce que comme je l'ai lu dans le monologue d'Arthur Askarnichovas, il kiffe Billy Donovan, donc il va rester. On se rappelle qu'il y a 2 ans, il a signé cette prolongation secrète dont on ne sait toujours pas le montant, la durée, etc. Mais il est toujours là. Donc voilà, ça va être son staff qui va être probablement modifié, étoffé, amélioré, espérons-le. Mais Billy Donovan, il va pas bouger. Donc, ma foi, on va faire avec. Hein, qu'est-ce que je te dis. Maintenant, ouais, voilà, reste à savoir ce qui va se passer avec les contrats des autres joueurs. Et est-ce qu'on va faire d'autres retouches en termes dans le staff, comme on a fait venir Peter Patton l'an dernier pour le shoot, et on a vu que ça avait porté ses fruits. Est-ce qu'on va modifier d'autres choses? Est-ce qu'on peut se pencher sur le dossier du staff médical? Ce serait peut-être pas mal. Je dis ça, je dis rien, et si tu m'écoutes, ce serait peut-être une idée pas dégueulasse. Bref, voilà, on verra bien. On va voir ce que ça donnait. Parmi les autres news, malheureusement, Kobe White n'a pas remporté le titre de la meilleure progression de la saison. Il a terminé deuxième. C'était le premier des trophées décernés par la NBA. Ils en font un par soir, là, quasiment toute la semaine. C'est Tyrese Maxey des Sixers qui gagne le trophée avec une marge assez faible, puisqu'il avait 319 points en cumulant les votes des journalistes. Alors je ne sais pas exactement comment ça marche, avec genre 5 points pour la première, si tu es voté en première place, 3 points si tu es voté en deuxième, 1 point en troisième place. Et au cumul, Tyrese Maxey termine avec 319 points, Kobe White termine avec 305 points, donc pas vraiment très loin derrière, parce que Tyrese Maxey a eu 19 votes en plus par rapport à Kobe White en tant que premier, et Kobe White en a eu beaucoup plus en tant que deuxième, mais ça n'a pas permis de combler l'écart de manière suffisante. Et ce qui est à noter aussi, c'est que quand tu fais le cumul des votes, Tyrese Maxey arrive à 79, ça veut dire qu'il y a 79 votants qui ont mis son nom soit en premier, soit en deuxième, soit en troisième, alors que Kobe White a eu 91 votes en premier, deuxième ou troisième. Mais voilà, il en a eu beaucoup moins en première place que Tyrese Maxey, et c'est ce qui a fait la différence au final. Néanmoins, voilà, ça ne remet pas en cause la saison de Kobe White qui a été, comme on l'a dit toute la saison dans toutes les vidéos, dans les articles, sur Twitter, qui a été remarquable, aussi bien dans les stats, parce que la grande majorité des votants regardent d'abord les stats, et on a vu que Kobe a doublé ses stats en termes de points, quasiment doublé en termes de rebonds, voilà, dans plein de stats, il y a eu un jump quand même assez conséquent. Et puis aussi, il y a aussi pas mal de votants qui se comment dire, Philadelphie passe beaucoup plus souvent en antenne nationale, alors que les Bulls, je crois qu'ils y sont passés peut-être 2 fois dans la saison. Donc voilà, les votants ont
plus entendu parler de Tyrese Maxey toute la saison, qui a été All-Star aussi. Donc voilà, c'est pas du tout un scandale que Tyrese Maxey soit le joueur qui a le plus progressé. Mais disons que voilà, peut-être que Kobe White, s'il y avait eu 4-5 matchs en plus en antenne nationale, s'il n'avait pas été blessé pendant 2 semaines sur la fin de saison, ça aurait peut-être été un peu plus serré, voire même ça aurait fait pencher la balance en sa faveur. Mais en tout cas, voilà, ça reste une saison extrêmement intéressante de la part de Kobe. Et comme je disais, pas uniquement dans les stats, où la montée en puissance est très bien, mais ce que j'aime surtout, et ce qui m'a le plus fait kiffer cette saison avec Kobe, c'est l'attitude, c'est le leadership, c'est les prises de décision balle en main, quand distribuer, quand attaquer, comment attaquer, ne pas se contenter de juste dégainer à 3 points comme il faisait dans ses premières années. Attaque du cercle, j'ai un premier pas rapide, boum, je suis plus physique, un peu plus costaud, boum, je vais attaquer le cercle, finir avec le contact. On l'a vu mettre des lay-ups incroyables tout au long de la saison. Quelques gros dunks aussi. Des fois, il est parti, boum, il est passé au milieu de tout le monde dans la raquette. Hey, attention, Kobe, il a du jump. Il peut te claquer des dunks assez barbares quand même quand il a envie. Et quand il y a l'espace face à lui. Mais voilà, c'est vraiment une saison extrêmement satisfaisante de sa part. Ça a été la grosse attraction pour nous cette saison, hein. C'est lui qui a rendu cette saison beaucoup plus sympa à suivre. Pas tout seul, il y a aussi Ayo de Sunmu et quelques autres. Mais voilà, toute la Bulls Nation va te dire Kobe White cette saison, il nous a fait kiffer, il a été extraordinaire. Donc voilà, c'est la progression qu'on attend de la part de nos jeunes. Ayo va continuer à progresser. On a vu Dalen Terry sur la fin de saison qui a été vraiment intéressant. S'il arrive à progresser au shoot, ça peut vraiment devenir un gars intéressant dans la rotation l'an prochain. Donc petit à petit, voilà, il y a quand même quelques trucs satisfaisants dans cette saison. Et Kobe White a une grosse part là-dedans. Donc voilà, il aurait mérité, je pense, d'être le MIP. C'est Tyrese Maxey, mais voilà, ça n'empêche pas que Kobe nous a bien fait kiffer. Et voilà, terminer avec ce match à 42 points en play-in, c'était vraiment top. Maintenant, il reste DeRozan ce soir, qui est dans les 3 finalistes pour le joueur le plus clutch de la saison. C'est un award qui a été créé l'année dernière. Et je crois qu'il avait fini 2e de mémoire. Je sais plus. Enfin bref. On va voir si ce soir il obtient le trophée de joueur le plus clutch, sachant qu'il est le joueur qui a inscrit le plus de points en 4e quart-temps cette saison et qu'il a aussi inscrit 45 points en prolongation, ce qui est de mémoire la 3e meilleure marque de l'histoire sur une saison par un joueur en prolongation. Il faut dire quand tu joues 11 prolongations, forcément tu as l'occasion de mettre pas mal de points. Donc ça c'est pour ce soir. Et puis on n'a pas d'autres Bulls nominés pour les autres trophées. Évidemment pas dans le rookie de l'année, ni etc. Par contre, je vais quand même scruter quand ils vont annoncer les All Defensive Team, parce que Caruso doit être dans la première. Moi je pense, il y était l'an dernier, et je pense que là il va nous faire le back-to-back. Caruso doit être dans la All Defensive First Team, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que ce soit autrement, parce que cette saison qu'il nous a fait encore a été extraordinaire. Extraordinaire. On parlait de Kobe comme le joueur qui nous a fait kiffer cette saison, mais Caruso, quand même. Donc voilà, on va suivre tout ça. Et puis, on va peut-être pas faire des vidéos aussi régulièrement que dans la saison, parce qu'il y aura moins d'actu, forcément, il n'y a plus de matchs, il n'y a plus trop de... donc voilà, on va suivre, hein, même si évidemment il y a la draft, il y aura la loterie avant, parce qu'on va essayer de voir si on n'a pas peut-être une chance de monter d'une place ou deux, ce serait quand même pas mal. Il y aura la draft ensuite, présenter quelques profils, voir qui ce serait intéressant de récupérer. Et puis voilà, quand il y aura des infos, quand on aura d'autres moves peut-être dans le coaching staff ou autre, et on refera d'autres vidéos pour parler un petit peu de tout ça. Et puis de toute façon, voilà, toujours actif sur Twitter et puis sur le site. Donc voilà, toujours un petit peu partout, sur Instagram aussi. Donc vous savez où me trouver. Donc voilà, on se retrouve très bientôt et voilà, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, vos